Élu député libéral de Montmagny-Lillet en 85, Réal Gauvin a été un ardent défenseur des régions à l'Assemblée nationale. Il a participé à la création de la politique libérale à l'égard des régions. Réal Gauvin a cumulé 4 mandats consécutifs dans son comté pour un total de 18 ans. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gauvin. M. Morin. Après le référendum, M. Bouchard a succédé à M. Parizeau comme premier ministre et là, il avait l'objectif du déficit zéro. Et en particulier, dans le domaine de la santé, ça a été assez serré, particulièrement dans votre comté, à la grandeur du Québec. Mais quelles répercussions ça a eu chez vous? Bien, nous, la fierté d'avoir eu un CLSC dans le sud du comté, des deux parties sud du comté de Montmagny-Lillet, un CLSC à Saint-Pamphile et un CLSC à Saint-Fabien de Panay, qui est à peu près à 5-6 000 des frontières d'Aqua, des frontières américaines. Donc, vous voyez comment le service de santé était bien couvert. Et là, on annonçait... Et il y avait un hôpital de Montmagny. Il y a toujours un hôpital de Montmagny et un petit hôpital à Saint-Jean-Port-Joli, qui est devenu un CLSC particulier, là, qui a été modifié. Mais la région était bien couverte et avec tous ces changements-là, on voyait partir avec des députés très, très bien connus dans la région qui n'étaient pas à l'âge de la retraite, ont choisi de prendre l'offre qui leur était faite pour prendre leur retraite. Pas des députés, mais des médecins. Des médecins ont justement accepté l'offre. Et je ne les blâme pas, tu sais, à un moment donné, après réflexion. Puis ceux qui étaient prêts à l'âge de la retraite, qui auraient parti, j'ai des noms en tête, là, auraient parti dans les mois qui viennent à cause de... Ils avaient préparé déjà leur sortie. On avait un cadeau à leur offrir. Et ça, c'est venu désorganiser un peu tous ces services de santé. Ça a été prouvé, là, à mon avis, c'est clair, c'est hors de tout doute que les citoyens du Québec ont réalisé après coup que c'était vraiment pas une bonne décision. En plus qu'on avait fermé des hôpitaux dans les grandes villes, tu sais, pour regrouper. C'était pour une mesure d'économie, pour revoir les coûts de la santé, mais les services ont drôlement été affectés. Est-ce que vous avez été en mesure d'attirer des nouveaux médecins, des nouvelles infirmières, malgré tout? Pas vraiment. C'est-à-dire, oui, il en est venu des plus jeunes. Il y a eu chacun des CLSC ont mis des comités en place pour aller recruter, tenter de recruter, aller à l'information, informer certains nouveaux députés. Mais on a beaucoup moins de professionnels de la santé dans les régions éloignées qu'on avait autrefois. Budget oblige encore, évidemment. Là. Il y a des choses qu'il faut reconnaître à un moment donné, malgré qu'on a encore de très bons services de santé, mais quand on vous dit que les CLSC, dans certains jours, ferment à 5 heures, Saint-Pamphile et Saint-Fabien, puis il y a des journées de semaine que vous n'avez pas de service, à part que les urgences. Fait que c'est pas ce que c'était, dans le fond, mais... Comme critique de l'opposition, vous avez eu aussi le dossier des terres et forêts. Est-ce que vous avez des dossiers particuliers de ce côté-là, parce que vous représentiez une région dans le bois? Évidemment, moi, j'avais été demandé d'être critique à une période où le gouvernement Bouchard avait annoncé de M. Bouchard, Lucien Bouchard avait annoncé que je ne sais pas si ça avait été annoncé d'un premier temps, mais c'était après coup, la fermeture de la Gaspésie à Chandler. J'étais celui qui avait été visité avec d'autres collègues.
On a été se documenter, on prenait de l'information, on dénonçait ça auprès de M. Bouchard, ce qui était une décision qui était réversible. Le domaine du papier est en perte de volume, de vitesse, pour les raisons qu'on comprend toutes. Il se vend beaucoup moins de papier journal, d'une part. Mais c'était une période pour moi qu'on a dû faire de la recherche. On a eu la collaboration des gens de la Gaspésie pour essayer de défendre cette cause. Comme d'autres causes au Québec, la Côte-Nord, où vous aviez de moins en moins d'activités forestières. Et puis, il n'y a pas d'effort qui a été fait pour essayer de les relancer. Ça s'explique encore parce que les papetières fermaient un peu. À l'Assemblée nationale, vous étiez plutôt discret. Vous n'aviez pas la réputation d'être sur la ligne de front à la période des questions. Est-ce qu'il y avait une explication à ça? Bien, ça allait avec mon tempérament. J'avais comme la satisfaction d'un travail accompli comme député dans mon comté. J'avais du plaisir à travailler avec l'équipe à l'Assemblée nationale, mais au caucus, quand on avait un sujet d'actualité chaud qui se préparait, puis qu'un certain nombre de députés devaient poser des questions, évidemment, il y a des députés qui avaient du plaisir à être sur la ligne de feu. Puis quand je devais le faire, j'acceptais, là, faire volontiers. J'étais pas mal à l'aise, mais c'était pas nécessairement dans mon tempérament, comme on dit couramment, de nécessairement être en avant. Et d'autres diront devant les caméras. Je fuyais pas les caméras, mais j'ai pas couru pour avoir ma photo tous les jours dans les foyers du Québec. En 1998, vous avez sollicité un 4e mandat à l'élection. Qu'est-ce qui vous rendait confiant? D'entrée de jeu, je pourrais peut-être vous dire, c'est deux tempéraments. J'étais confiant, mais ça prend plus que ça pour gagner l'élection. Tu te revires vite d'abord, tu revérifies l'organisation. Puis dès les premiers jours, j'ai senti que ça valait le coup de mettre l'effort nécessaire pour avoir un autre mandat, avoir encore l'appui de la population. Vous aviez un nouveau chef, M. Charest, une nouvelle organisation, un nouveau style d'organisation. Voilà. Est-ce qu'il y avait des ajustements à faire? Évidemment, la philosophie de la préparation d'une campagne avait l'air de changer un peu. Tu sais, les approches pouvaient différer un peu. C'était une nouvelle organisation, comme vous l'avez mentionné d'une part, avec laquelle on apprenait à travailler. Et comme je vous ai déjà dit, je pense à une autre élection précédente, je suis retourné, j'ai échangé avec mon monde, puis on a choisi de continuer avec la formule qu'on connaissait. Le député doit avoir le plus de monde possible. Et aussitôt que les organisateurs dans chacune des paroisses et mon personnel sentent qu'il y a des déceptions quelque part, il faut aller voir et essayer d'échanger. C'est le député qui doit. C'est pas... Donc, je prenais en main les rencontres avec ces gens-là quand ils le souhaitaient. On s'expliquait, puis moi, je leur disais que je souhaitais renouveler mon mandat puis continuer de les servir. Ça a eu je dirais pas, on a été plus inquiets jusqu'à la toute dernière minute, excepté après d'une semaine de l'élection. Il y a eu un sondage qui a été fait par l'organisation du parti. Ils m'ont appelé discrètement un soir pour me dire « Réal, si tu as de bons pas à prendre, tu peux en prendre. On pense que tu as monté à la côte, que tu es sur le haut de la côte. » On s'est rendu à l'élection avec un certain succès dans les circonstances, là. Évidemment, les grandes régions ont changé un peu, qu'on a compris, la philosophie, l'approche. Le chef jouait un rôle, M. Charest, qui est un brillant politicien, là, très intelligent, avec une expérience, même son jeune âge, il est arrivé ici au Québec avec une expérience qui était celle d'Ottawa. Mais je pense que ça rentrait très vite dans le moule. Vivre une première période dans l'opposition a aussi permis. Mais il y a eu cette adaptation-là. Après l'élection, M. Charest vous a-t-il donné de nouvelles fonctions à l'Assemblée nationale? Pas dans les médias, je pense. Non, j'ai été pour quelques mois, là.
Finalement, je n'ai pas couru après. Je n'ai pas couru après des fonctions. Je n'ai pas questionné personne si je pouvais être utile à des endroits. J'étais vraiment satisfait d'avoir pu gagner un 4e mandat. J'avais 64 ans, ou ça doit être à peu près ça, là. Oui, 64 ans. Je me disais, mon épouse me confirmait aussi souvent que possible que c'était probablement mon dernier mandat, tant qu'à elle. Et ça m'a fait réfléchir. Mais M. Charest m'a appelé dans la même hiver qui a suivi, là, à l'occasion du mois de janvier, février, pour me demander de prendre des responsabilités, puis il souhaitait que je dise oui à ce qu'il me proposait. Vice-président de la Commission de l'agriculture, puis critique, accompagner Mme Normando dans certains dossiers aux affaires de ressources naturelles. Et justement, avec Mme Normando, vous n'avez pas eu à préparer une politique des régions? Ça nous a permis justement de présenter au caucus, au groupe de députés de l'opposition, des suggestions. Admettre que les programmes ont la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de certaines régions. Quand vous parlez de l'Abitibi, la Côte-Nord, la Gaspésie, c'est le plus bel exemple qu'on peut donner. Si vous allez dans l'Outaouais avec un programme d'aide au développement des industries pour une 3e transformation de la forêt, l'application n'est pas du tout la même que si vous le faites à Rimouski ou à Bécomo. Et la structure de financement pour mettre en place des projets de transformation comme ça doit en partie venir du milieu sous forme de coopérative ou de regroupement de gens d'affaires. Ça devient beaucoup plus facile et les programmes devaient s'adapter à ça. Monsieur Charest, quand même, vous avez confié le rôle de critique en matière de voirie et de forêt, je crois, aux affaires régionales plutôt. Oui. Ça, c'était des dossiers où vous étiez parfaitement à l'aise là-dedans. Évidemment, visiter les régions, ça devient toujours une partie intéressante. Vous allez visiter une région du lac Saint-Jean, exemple, que je donne, parce qu'on y allait de temps en temps, où c'était un comté qui a souvent été dans l'opposition, représenté par le Parti québécois. Voir arriver un député libéral qui a l'air de bien connaître une région comme celle-là, qui a l'air à l'aise d'échanger avec des industriels. Il faut bien se préparer d'abord quand on y va, là. Je dois vous dire, vous êtes bien accueillis. Puis il y a une satisfaction à en retirer, et pour notre parti et pour le député lui-même d'ailleurs. Les régions réclamaient une politique de la ruralité et vous-même, vous avez pressé le gouvernement de s'orienter là-dedans. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a eu une suite à ça? Oui, il y a des efforts qui ont été faits. Mais la philosophie de ceux qui faisaient la démarche au nom du gouvernement, du Parti québécois de ce moment-là, n'est pas tout à fait celle que l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale auraient souhaité. Donc, on a suivi ça de près. On a commenté ça quand il y avait des réunions d'information, même en commission parlementaire à certaines occasions. Cette politique de la ruralité-là, elle a tardé. Évidemment, elle a été mise en place, mais il y a des journées où on pense que c'est pour servir le gouvernement dans ces situations plus difficiles. Évidemment, on peut toujours, mais en fait, elle a été faite dans le but de l'appliquer en région et certains organismes n'en profitent de ces changements. Dans votre circonscription de Montmagny-Lillet, vous vous êtes plaint de la lenteur de la mise aux normes du palais de justice de Montmagny. Est-ce que finalement, vous avez obtenu gain de cause? Oui, après coup. Il est en construction cette année, en 2013. Il est fermé pour 6 mois, je crois, ou 8 mois. Le palais de justice siège dans les édifices publics. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas du travail qui a été perdu, mais ça a été long. Et je peux comprendre, parce que la structure d'un palais de justice, c'est plus difficile. Démontrer les besoins peuvent être, dans certaines occasions, encore plus difficiles, parce qu'on se dit, on pourrait aller siéger dans une des villes à proximité, dans le cas
des grands procès. Mais c'était frustrant. C'était frustrant. Partout ailleurs, on réussit à rénover les palais de justice. Les mois que j'étais dans l'opposition, les années, de 1994 à 2003, où je vivais ça dans l'opposition, on trouvait qu'on réussissait très bien dans les dossiers de la santé parce que l'hôpital de Montmagny a réussi à avoir de l'aide financière, s'est développé, mais quand on arrivait dans le dossier de la justice, c'est comme s'il n'y avait pas d'oreille au gouvernement. Et comme région, on se questionnait. Et ça a pris du temps. Et vous avez l'expression juste, ça a été long. Durant vos années à l'Assemblée nationale, vos mandats, vous avez participé à des échanges avec les parlementaires dans des associations de parlementaires, entre autres dans la francophonie. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces expériences-là? C'est ça. Moi, j'ai été nommé membre d'un comité sur la francophonie. C'est une commission de tous les pays francophones, dont le Québec est membre, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, je crois. Le Canada est membre, avec certaines provinces sont membres aussi. C'était intéressant. Ça, c'était un point intéressant. J'aimais les échanges avec des autres parlementaires. Je n'étais pas un documenté très, très fort dans les pays, dans la francophonie comme telle, là. Mais j'avais de l'intérêt pour ces pays-là. Puis normalement, le whip et le président de l'Assemblée nationale du temps qui avait un projet, bien, la sélection se fait au bureau du président. Et j'ai eu la chance que mon nom refasse surface de temps en temps, sur proposition, sur qu'on comprend, soit des responsables de chacun des partis. Ça vous a amené à vous déplacer? Ça m'a amené à déplacer et je l'ai fait au niveau de la section anglophone de la Commission des pays du Commonwealth à quelques reprises. Mais au niveau de la francophonie, ça m'a amené le nouveau pays en 1993, l'Afrique centrale, Centrafrica. Ce nouveau pays-là avait demandé l'aide du Québec et de plusieurs pays, provinces et pays francophones, la France, la Belgique, la Suisse, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, pour aller les aider à former les nouveaux députés qui venaient d'être élus il y a 4-5 mois avant. On a été là 10, 12, 13 jours. Et ça, c'était une belle expérience. Ça nous a amenés en Inde, accompagnés de Mme, je vous dirais, un congrès sur les pays du Commonwealth. En Inde, Mme Harel, qui était dans l'opposition à ce temps-là, M. Bissonnette et moi. M. Bissonnette, un vice-président de l'Assemblée nationale à ce moment-là, je pense. Et on a été plusieurs jours, là. Un congrès qui a duré 6 jours. Vous avez décidé en 2003 que la politique, là, c'était terminé. Vous vous êtes retiré pour céder la place à votre bras droit, Norbert Morin, qui a été député pendant longtemps. Il l'est toujours. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous retirer? Bien, d'abord, j'ai échangé avec ma famille. Je sentais que mes fils auraient besoin probablement je voulais me donner un rôle de contrôleur de l'entreprise. Je ne voulais pas qu'ils se sentent déplacés, mais j'avais le goût de retourner dans ma famille. Mon épouse m'avait dit, et elle avait raison, j'ai mis beaucoup de temps, puis je l'ai fait avec plaisir. Si tu prends un autre mandat, je ne peux plus te suivre, parce que je vois les petits-enfants grandir, arriver, puis ça nous a fait réfléchir. C'est une décision qu'on a prise, une décision familiale. J'ajoute à ça que pour être raisonnable dans la vie, j'ai toujours, à plusieurs occasions, j'expliquais aux gens, ma façon de travailler, c'est avec une grande logique, être raisonnable, bien mesurer les choses. C'était une belle façon de le démontrer. 68 ans. Quand tu prends un mandat de 4 ans. Est-ce que tu es capable de mettre toute l'énergie nécessaire que tu as mis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, à occuper ta fonction de député? Si vous voulez que votre région ait un bon souvenir de vous, puis que toi, moi, je me disais, d'avoir un bon souvenir des 18
17 ans et quelques mois passés à l'Assemblée nationale en compagnie de tous ses collègues-là. C'était probablement l'heure de se retirer, d'une part. Et le comté, bien, il y avait de la relève. La preuve en était faite. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'avoir fait de cette façon-là. J'aurais pu faire probablement solliciter un autre 4 ans. Ça aurait été exigeant. Mon parti politique a pris le pouvoir. J'aurais dû faire ma part comme ancien député d'expérience et travailler un petit peu plus dur. J'aurais été obligé de délaisser mes relations avec ma famille, si ça avait été le cas, avec l'entreprise chez nous. Tandis que là, je suis retourné et je travaille avec mes fils. Les journées où je suis pas... Je prends vacances à l'occasion. Des pauses. Ouais. Durant vos 18 années, c'est quand même assez important de vie à l'Assemblée nationale. Vous avez travaillé sous 3 chefs, M. Robert Bourassa, Daniel Johnson, Jean Charest. Est-ce que leur façon de faire de la politique était bien différente l'un de l'autre? Absolument. Je pense que plusieurs personnes pourraient vous le dire, les observateurs de la scène politique au Québec pourraient vous dire que M. Bourassa, surtout qu'ils l'ont connu sous 2 mandats, dans des situations différentes, circonstances différentes, était un homme attachant. On ne peut pas se tromper. Avec un très grand respect. Je vous le mentionnais à un moment donné, je le mentionnais à d'autres. Quand M. Bourassa rencontrait ses députés, puis qu'il se levait à la tête, puis qu'il cherchait avec eux autres à leur trouver une solution pour leur compter. Puis la question qu'il nous posait, les gens chez vous, comment ils vivent ça? T'sais, je me rappellerai toujours, c'était toujours à peu près la même formule. Vos citoyens, vos électeurs, les gens chez vous, ils pensaient tout de suite à la population de la région que tu représentais. Ils voyaient son collègue là, représenter une région. Puis, et il y a toujours, en fait, je pourrais en ajouter beaucoup, mais la preuve a été faite qu'il était fait pour faire de la politique. Il la faisait avec son tempérament à lui, qui a plu et qui a déplu dans certaines situations. Mais il prenait bien ça, puis il nous enseignait à bien prendre les coups les plus durs, parce qu'en politique, tu en reçois. Il est arrivé finalement M. Johnson brièvement, mais on connaissait bien M. Johnson, très impliqué au caucus, très impliqué dans les ministères qu'il représentait, comme je vous ai mentionné. Moi, c'est devenu un confident puis un ami avec lequel j'échangeais facilement. Je dois vous dire que j'ai été élu en 85. M. Ryan, pendant qu'il vivait, et M. Johnson, qui était encore très actif, est un de ceux que le 30 mars de chaque année m'appelle pour me souhaiter bonne fête. Puis quand je ne suis pas là, il transmet ça à mon épouse. Donc, les gens l'ont connu, M. Johnson, mais il nous a fait comprendre à un moment donné que dans la population, je ne suis pas sûr que notre parti va avancer. J'ai pris conscience que l'image n'est peut-être pas ce qu'on souhaiterait. Puis il était très serein. Puis moi, j'ai accepté ça avec lui. C'est là que M. Charest avait été invité à se joindre, qui avait été très connu parce qu'il était impliqué dans le référendum de 95, oui ou non. Il était venu dans la région de Montmagny fréquemment, au Québec fréquemment, évidemment. Tout le monde se rappelle de lui avec sa formule qui sortait de son passeport. Je veux garder ce passeport-là, puis il le remettait dans sa poche. Ça marquait les gens. Et il était arrivé. Ça a été un grand changement. Son arrivée, c'est là qu'on a vu un peu la structure et l'organisation forcément changer parce qu'il est devenu chef du Parti libéral avec son apprentissage pour voir la culture du parti. Et lui, il arrivait de la région d'Ottawa. On a tous, avec lui, eu à faire cette réflexion-là, là, de l'adaptation. D'une part, on a fait 5 ans dans l'opposition, 4 ans et quelques mois dans l'opposition, avec M. Charest. Vous avez siégé pendant 18 ans à l'Assemblée nationale. Oui. Tous les députés aspirent à devenir, à monter, c'est le cas de le dire, au Conseil des ministres. Ça n'a pas été votre cas. Est-ce que vous avez obtenu des explications? J'en ai pas nécessairement demandé à personne.
Je m'en suis donné personnellement des explications. Je n'ai pas choisi de démontrer que j'avais de l'intérêt à aller mettre beaucoup de temps dans une fonction de ministre. Ce n'est pas évident que ça s'est présenté parce que dans la région, vous savez comment est-ce que les chefs choisissent dans un ministre autant que possible dans chacune des régions. Les grandes régions en ont un peu plus. Les premières années, Robert Duthil était très, très présent. Les années qui ont suivi, après, on était dans l'opposition. Ça ne serait pas facilement présenté, d'une part. J'ai été très satisfait des relations que j'ai eues avec mes chefs, ceux qui ont été au pouvoir le plus longtemps, comme M. Bourassa et compagnie. J'avais peut-être pas l'expérience nécessaire pour mettre la moitié de mon temps et plus à occuper une fonction dans un ministère, une fonction exigeante. Ça, je l'avais compris. Je voulais mettre tout mon temps dans mon comté et mon rêve était de me faire élire aussi longtemps que ma santé me le permettait, ou mon âge, ce que je pense avoir réussi. En un mot, l'autre, ce que je suis encore plus fier, je suis arrivé en 1985, quand les électeurs ont choisi que je sois là. Puis j'ai pris, avec mon épouse, le micro pour expliquer à la population en 2003 que je choisissais de les remercier et de m'en aller à la retraite. Donc, j'ai contrôlé l'arrivée et le départ de ma vie politique. Puis je ne peux pas vous dire comment reconnaissant de la population. Ils m'ont facilité la vie. J'ai vécu une belle vie, ils me l'ont facilité à me faire élire sans trop être écorché, élection après élection. Puis il doit y avoir des réalisations dont vous êtes particulièrement satisfait, fier même. Oui. Des réalisations qui ont été faites sous mon règne. Oui. Oui, je vois des choses, je passe dans des municipalités où ils ont eu des écoles agrandies, des HLM de construits. Vous avez des routes magnifiques à des endroits, moins à l'autre, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, là, mais les routes ont resté. Je dois vous dire que quand j'ai eu besoin pour de grands projets, M. Ryan est descendu à Saint-Pamphile une année, un dossier qui traînait, il dit « Je vais descendre, les gens ne te croient pas. » Il dit « J'ai compris, les gens ne te croient pas quand tu lui dis qu'on va leur donner leur agrandissement. T'es averti que je descends à Saint-Pamphile telle journée, tu vas m'accompagner, puis je vais arrêter à la commission scolaire à Montmagny avant. Ils vont nous croire. » Puis ils l'ont eu, leur projet. Donc, je revois tout ça, puis je me dis, comme à l'île aux grues, ils ont eu une école, un gymnase sous le règne de M. Ryan comme président, comme ministre responsable d'éducation. Les fonctionnaires refusaient le projet. Et parce qu'ils ne répondaient pas aux normes, il n'y avait pas de population, pas de nombre d'élèves, pas assez de gens pour investir. Ça fait que M. Ryan, il dit, un de mes fonctionnaires m'a dit qu'il y aurait peut-être un programme traité, étant donné que c'est une île, traiter le dossier de l'île aux grues comme dans le Grand Nord. Il ne tient pas compte de la population, un besoin. Finalement... C'est comme ça que vous l'avez eu. Je l'ai eu de Pagé. Michel Pagé est venu à l'île aux grues leur annoncer que le dossier qui avait été préparé par M. Ryan serait lancé. En fait, j'ai eu des moments heureux. Plus que pas. Merci, M. Gauvin. Je vous salue, M. Morin, et merci de votre attention.